Good afternoon, everyone. If I can ask you to take your seats. Thank you very much. I'm very pleased now to introduce our fourth and final formal event here hosted by the Liaison Committee in this Partnership Hub during the General Conference. And I'm very pleased to introduce Mr. Marc Tollier, who is the Vice President of CCIC, who will introduce our event and the rest of our speakers. So please, Marc, you have the floor. Merci Nick pour cet accueil. Merci aussi aux organisateurs de ce forum. Et donc, chers amis, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, nous allons essayer de partager avec vous notre projet d'hydrologue qui a maintenant 7 années d'activité et donc pour lesquelles nous souhaitons vous présenter notre expérience et nos résultats. Donc, je vais, dans un premier temps, avant de partager avec ici plusieurs membres d'entre nous notre avancement, je vais vous présenter donc notre projet qui a donc, comme vous le savez, trouvé son origine en 2014 à un forum ONG UNESCO à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Donc c'est là déjà quelques temps maintenant. Et donc ce forum était intitulé « L'accès à l'eau pour tous ». Et bien sûr, le sujet était d'assurer par l'eau le développement des populations concernées. Et puis aussi, l'eau, c'est un sujet non seulement de développement, mais c'est aussi un sujet de paix. Donc c'est un enjeu important qui est ressorti lors de ce forum de 2014. Et ce qui était original aussi dans ce forum, c'est qu'il y a eu un appel. Donc Josette Rome, ici présente, a été à l'initiative, avec bien sûr d'autres ONG, un appel qui était de passer des promesses aux actes. Donc c'est sur cet enjeu-là que nous avons décidé de travailler et de nous réunir à plusieurs ONG. Donc nous sommes réunis à 8 ONG, partenaires UNESCO, pour répondre à ce défi. Donc c'est une initiative à la fois de coopération entre des ONG, des pays, on va le voir dans un instant, et puis aussi à l'UNESCO, le comité de liaison, mais aussi surtout le secteur sciences et le pôle d'hydrologie internationale avec lequel nous avons travaillé. Alors vous avez ici l'appel de Yamoussoukro, donc je ne vais pas vous le lire en détail, mais il part effectivement en introduction du fait que l'eau, c'est un sujet pour réduire la pauvreté, c'est un sujet aussi pour améliorer l'éducation. Il faut savoir que dans beaucoup de villages africains, les filles vont porter l'eau, chercher l'eau au puits, et cela les empêche d'aller à l'école, et donc d'avoir de l'éducation. Donc l'eau, c'est aussi, l'accès à l'eau est aussi un facteur d'éducation, comme on l'a vu, et puis aussi bien sûr un facteur de santé et bien d'autres aspects à prendre en compte. Donc il y a ici cet appel, bon, ceux qui sont intéressés, vous pouvez me le demander, je vous le fournirai, ça a été le point de départ de nos actions. Alors donc nous sommes réunis, 8 ONG, partenaires de l'UNESCO, donc la FMTS, AIF, le CCIC et l'UNIAPAC, membre du CCIC, la FMOI, AIC, World Earth, et aujourd'hui nous ont rejoint Pax Christi et l'OMEC. Et il y a eu aussi dans le passé Sort Optimiste et puis l'OMEP qui ont travaillé avec nous dans ce parcours de cette année. Alors donc nous travaillons sur les ODD 2030 et principalement donc nous touchons l'Afrique, l'eau, les femmes et je dirais aussi ici l'éducation, qui est un facteur important dans notre projet. Donc nous sommes partis d'un constat qui est toujours valable aujourd'hui en 2023. Ce constat, c'est qu'effectivement, nous faisons en Afrique, nous Européens, beaucoup d'investissements. Nous faisons des équipements dans les villages. Donc si vous passez dans ces différents pays d'Afrique francophone ou sahélienne, vous allez souvent rencontrer des puits qui sont abandonnés, qui sont inutilisables. Vous allez rencontrer des situations d'assainissement qui sont déplorables. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a oublié une chose, et la chose qui a été oubliée, c'est que ces investissements, ces équipements n'ont pas été accompagnés d'éducation, de formation. Donc notre challenge a été de dire maintenant nous allons ensemble apporter cette formation, cette éducation pour que ces équipements soient utiles et servent aux populations. Donc c'était cette idée de départ, donc d'apporter un savoir-faire local donc pour aider la création
et surtout la maintenance des puits, les irrigations et les équipements d'assainissement. Donc nous travaillons sur ces 3 projets. Nous travaillons sur les projets d'irrigation, des projets de puits et des projets d'assainissement. On verra tout à l'heure l'importance de ces différents projets dans nos réalisations. Donc pour cela, nous avons décidé de former des techniciens hydrologues. Alors, les experts nous diront techniciens hydrauliques, techniciens en hydrologie, donc on ne va pas se battre sur les mots. Donc nous, on les a appelés des techniciens hydrologues, donc, que nous prenons dans nos projets, que nous sélectionnons dans les ONG. Donc on verra ça tout à l'heure. Et nous allons travailler sur des projets locaux avec des ONG locales. Hein, donc nous privilégions dans notre projet des ONG locales. Je ne dis pas que nous refusons, mais nous ne sélectionnons pas des ONG dans les différents pays qui sont des ONG en relais ou partenaires déjà de grandes organisations internationales, parce que nous supposons qu'elles sont en principe aidées déjà par ailleurs sur ces projets. Alors notre méthode consiste, donc c'est important parce que cela nous prend environ 2 ans de travail pour préparer chaque promotion. Donc nous partons d'ONG locales que nous sélectionnons à partir d'un annuaire qui mérite d'être connu, qui est un annuaire qui s'appelle OSHA, qui est un annuaire qui est organisé par les Nations Unies, qui sélectionne pays par pays les ONG, nous allons appeler crédibles ou sérieuses. Donc c'est à partir de cet annuaire qui comprend les ONG du secteur de l'eau que nous lançons des appels à projets. Ces appels à projets sont organisés par les ONG qui sont membres du groupe, donc nos 8 ONG que tout à l'heure j'ai citées. Donc chaque ONG prend en charge un pays et elle lance des appels à projets auprès de ces ONG locales du pays que nous avons sélectionné. Donc ça, c'est une démarche qui prend du temps, parce qu'on n'a pas forcément des réponses. Beaucoup d'ONG ne répondent pas ou ne comprennent pas très bien l'enjeu de notre projet. Donc il nous faut parfois sélectionner 8, 10 ONG pour, à la fin du process, avoir 3 ou 5 ONG avec des projets sérieux d'accès à l'eau que nous allons sélectionner. Et parfois aussi, on n'a pas du tout d'ONG. Donc dans ce cas-là, nous faisons appel à la Commission nationale, UNESCO du pays, qui va nous aider à sélectionner ces projets. Alors donc nous avons donc sur la table, pour chaque pays, des projets d'ONG qui sont décrits, donc formellement, en nous disant voilà, il y a un planning de création d'un puits avec un budget, des intervenants. Et donc, nous allons sélectionner ces projets en fonction de leur impact sur la population. Donc, si on nous présente un projet qui a un impact dans un village sur 1000 habitants, on ne va pas forcément le sélectionner par rapport à un projet qui est dans une communauté de villages avec un impact sur 10 000 ou 15 000 habitants, donc qui, lui, aura la priorité. Donc ça, c'est l'un de nos principaux critères de sélection des projets, en plus de l'aspect, je dirais, documentaire que je viens d'évoquer. Et puis, nous allons aussi sélectionner pour chaque projet un ou plusieurs chefs de projet. Donc nous allons demander à avoir des CV de personnes qui travaillent sur ce projet. Donc nous demandons d'avoir au moins un homme et une femme, hein, pour respecter les exigences de formation, d'égalité des genres. Donc chaque projet, on nous propose un homme ou une femme, ou plus, avec leur CV, hein, donc, qui sont en général du niveau BEPC, niveau bac. C'est important parce que la formation que nous avons mise en place au centre 2IE de Ouagadougou, c'est une formation quand même plutôt du niveau enseignement supérieur ou enseignement général supérieur. Donc il est important qu'il y ait une certaine cohérence dans les participants à la formation. Ensuite, avec la commission nationale du pays, nous montons les dossiers de candidature de chaque ONG, ces projets, et nous présentons ces dossiers au programme de participation UNESCO pour être acceptés et être financés. Une fois que cette démarche est faite, donc ça nous prend déjà au moins un an et demi. Une fois que cette démarche est faite et que nous avons les accords de financement, nous envoyons les stagiaires donc au centre de formation 2IE à Ouagadougou. L'important, c'est que nous avons choisi un centre de formation en Afrique qui permet d'assurer une formation locale, c'est-à-dire que les enseignants connaissent bien les enjeux locaux que je viens d'évoquer sur les puits, sur l'irrigation et l'assainissement. C'est important, hein, donc les plus proches possible du terrain. Donc on verra tout à l'heure quelques exemples. Donc pour faire court, et puis laisser la parole aussi aux autres membres du groupe, donc je vous présente ici nos résultats. Hein. Donc nous avons déjà formé
3 promotions. Donc une promotion 2016-2017 avec 14 techniciens, donc 7 femmes pour 3 pays. Là, c'était notre premier, c'était notre banc d'essai, si je puis dire. Donc il y avait la République du Congo, la Côte d'Ivoire et Madagascar. Donc Madagascar aussi est un pays qui est souvent oublié, parce que loin, mais les enjeux de l'eau dans Madagascar sont aussi importants que dans le Sahel, hein, et parfois plus. Donc nous n'avons pas oublié Madagascar, malgré les frais et les difficultés à les faire participer sur des formations qui ont lieu au Burkina Faso. Donc fort de cette première expérience, nous avons donc lancé une deuxième promotion 2018-2019 qui, elle, a recueilli 30 techniciens, dont 15 femmes, et qui concernait le Tchad, le Niger, le Cameroun, le Togo, le Sénégal et le Burkina. Donc vous voyez, ce sont tous des pays d'Afrique francophone, du Sahel, qui sont tous en demande importante de formation pour l'accès à l'eau. Et malgré le Covid, nous avons continué à travailler, hein, puisque il faut savoir que nous nous réunissions tous les mois. Hein, le groupe des 8 ONG, nous nous réunissons tous les mois pour faire avancer nos projets. Et nous avons, malgré le Covid, continué à travailler et nous avons pu présenter une formation en 2022 avec 25 techniciens, dont 13 femmes, pour 5 pays, la Guinée, le Bénin, le Mali, Madagascar à nouveau et la Mauritanie. Juste quelques mots pour vous. Donc voilà, on pourra après, vous pourrez nous poser des questions sur ces projets et les réalisations. Juste quelques mots sur le centre de ZIE. Donc c'est important de connaître cette école. Hein. C'est une grande école de niveau supérieur qui a été fondée par 14 pays. 14 pays d'Afrique francophone, et avec la France, et qui est donc un institut international qui travaille sur l'eau et l'assainissement, mais aussi sur l'environnement et le développement durable, ainsi que sur les énergies nouvelles, donc les éoliennes, etc. Donc travaille sur beaucoup de projets. Donc le centre de ZIE a des accords avec plusieurs grandes écoles françaises. Hein. Donc c'est une école de très bon niveau, qui a donc créé un programme pour nous, pour nos stagiaires. Ce programme, il a été aussi validé, c'est là aussi une coopération qu'il faut signaler, avec le secteur sciences et le PHI, avec le docteur Abou Amani, hein, qui est aujourd'hui directeur du pôle hydraulique international de l'UNESCO, et qui nous a aidé à valider le programme qui a été mis en place avec le centre de ZIE. Donc on reparlera du centre de ZIE tout à l'heure avec Théo sur nos autres projets, parce que nous avons d'autres projets. Alors juste quelques photos pour vous mettre, si vous voulez, dans la situation de nos projets. Donc voilà ici la première promotion, qui était donc le Madagascar, Côte d'Ivoire, RDC et avec les enseignants de 2IE. La formation, elle est composée d'aspects pratiques, donc de travail sur des pompes, sur des moteurs, etc. Et puis elle est aussi qu'un enseignement, comme vous pouvez le voir à droite, elle s'appuie aussi sur un apprentissage théorique. Et il y a aussi des visites organisées dans les villages proches de Ouagadougou, où les stagiaires vont voir des installations de purification de l'eau, d'assainissement, des puits, etc. Donc c'est très, très concret, très pratique. Et on a un retour de la formation, je pense que tout à l'heure on aura des messages, on a un retour de très bonne qualité sur le niveau de la formation, de la part des stagiaires. Voilà quelques projets sélectionnés. Donc au Cameroun, nous avons notre chef de projet qui a été formé à participer à la construction de latrines. C'était un projet local de latrines pour une école, pour des écoles. Nous avons au Togo la création d'un puits à droite en haut. Et puis au milieu, au Togo aussi, l'irrigation pour les cultures maraîchères. Donc ça c'est assez fréquent. Hein. Donc des cultures maraîchères, c'est une demande forte pour beaucoup d'ONG locales. Et puis en bas au Tchad, vous avez la remise justement en service d'un puits qui était devenu hors d'usage. Voilà, c'est typiquement les applications que nous avons. Alors, avant de passer la parole aux membres de l'équipe, donc je vous dirais que je crois que notre groupe de travail sur les 7 dernières années est un bon exemple de la coopération qui peut exister entre des ONG locales inconnues, hein, qui sont dans ces différents pays, qui manquent d'aide, d'assistance. Donc nous avons travaillé aujourd'hui avec 39 ONG locales, hein, c'est pas rien. Et les principaux projets que nous avons réalisés avec elles, ce sont des projets de puits, hein, de remise en état de puits ou d'accès à de puits,
Le deuxième priorité qui est souvent ressortie, c'est maintenant l'assainissement, hein, parce qu'un puits sans assainissement, c'est aussi une source de problème. Donc l'assainissement, mais c'est principalement les latrines pour les écoles dans les villages. Et puis le troisième sujet qui revient moins souvent, c'est l'irrigation, hein, parce qu'il y a aussi des ingénieurs agronomes qui prennent en charge ces sujets-là, donc ce n'est pas forcément dans nos compétences. Nous avons travaillé avec 14 commissions nationales, hein, donc je pense qu'on sait comment ça fonctionne, une commission nationale. Et donc on les remercie, ces commissions nationales qui nous ont aidés. Elles nous ont aidés à sélectionner nos ONG, nos candidats, et puis elles ont porté nos dossiers aussi auprès du programme de participation de l'UNESCO. Donc on a eu avec elles un rôle très positif, et toujours, je n'ai pas d'exemple d'accueil négatif, ça a toujours été très bien supporté par les ONG locales, les commissions nationales de différents pays. Nous avons aussi d'excellentes relations avec le docteur Abou Amani, qui est donc maintenant le directeur du PHI, hein, qui nous suit, qui nous accueille, qui nous aide depuis maintenant 7 ans. Donc merci à lui, il n'est pas là aujourd'hui, mais on peut remercier le secteur sciences PHI qui nous suit dans ce projet. Et puis bien sûr, il faut aussi saluer ici, présents autour de la table, je ne vais pas les saluer tous, les membres de nos ONG qui, depuis 8-7 ans, travaillent sur ces projets. C'est beaucoup d'investissement en temps, hein, parce qu'une ONG qui choisit un pays, elle doit gérer les 3 ou 4 ONG locales, elle doit participer à la sélection des projets, et puis après, le plus dur reste à faire, c'est de prendre en charge l'envoi des stagiaires à Ouagadougou. Hein. Et comme nous souhaitons contrôler toute la chaîne du début à la fin, il faut prendre les billets d'avion, faire les réservations locales auprès du centre de ZIE, etc., etc. Donc c'est un travail de terrain. Hein. Donc nous ne sommes pas dans les paroles, nous sommes dans les actes. Et merci donc à nos 8 ONG pour ce travail continu et pérenne depuis maintenant 7 ans. Alors donc je vais laisser la parole à certains membres de l'équipe donc pour vous présenter dans un premier temps ce que nous préparons pour 2023-2024. Donc je vais y revenir dans un instant. Et puis après, nous verrons aussi un nouveau projet que nous avons lancé avec nos ONG. En tout cas, 6 membres de nos ONG. Nous avons un nouveau projet ambitieux de former des ingénieurs. Donc on va voir ça dans un instant. Donc avant de passer à notre promotion 2023-2024, qui sera notre 4e promotion, je vais laisser la parole à Madame la présidente de Mafubo en Mauritanie, qui est ici présente, pour nous dire quelques mots de son expérience, puisqu'elle a participé, et Monique aussi, oui, vous venez, puisque Madame Mafubo, Gangué de l'ONG Mafubo de Mauritanie a participé à la formation en 2022. Donc je pense que son témoignage est ici important. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, prenez le micro. Excusez-moi, comme il était prévu que je présente notre amie, Madame de Mafubo, qui est de Mauritanie. Simplement, je voulais dire que c'est l'Alliance internationale des femmes qui présentait ce projet, qui a donc été en République démocratique du Congo depuis le début, qui a fait le Togo depuis le début et qui aujourd'hui fait la Mauritanie et refait un autre groupe pour la Mauritanie. Ce que je voulais surtout dire, c'est que nous avons eu des contacts extraordinaires, que la plupart du temps, nous avons essayé de n'avoir que des femmes, parce que c'est les femmes que nous voulions dans notre organisation. Et je voudrais simplement rajouter 2 choses en dehors de ce qu'elle va dire qui sont très importantes. Premièrement, c'est que l'association n'ayant pas le droit de toucher à quoi que ce soit comme argent, il lui est difficile parfois de trouver des billets pas chers. Parce que pour le dernier tour de la Mauritanie, nous avons été obligés de prendre des billets avec Air Maroc où les gens sont restés 24 heures dans l'aéroport à attendre les changements d'avion pour pouvoir aller au Burkina Faso. Donc il faut quand même le signaler. Pourquoi ? Parce qu'au départ, j'aurais pu avoir des billets à 800 €, mais je n'avais pas de carte de crédit pour les acheter. Donc il fallait une carte de crédit pour acheter immédiatement.
Donc après, Air Maroc m'a fait des facilités, mais en me donnant des billets à 1050. Ça fait quand même 250 € qui auraient pu partir pour un autre stagiaire que nous n'avons pas fait pour peu de choses. Par contre, je voudrais ajouter la dernière chose à dire, c'est que lorsqu'il reste un petit peu d'argent dans le compte que nous recevons, grâce des fois au change, la dernière fois, nous avons touché 448 € de plus que nous aurions dû. Ça nous a permis d'augmenter un petit peu le pécule des gens qui étaient sur place parce qu'ils doivent se débrouiller pour déjeuner. Et surtout, ça nous a permis d'envoyer de l'argent pour faire de la formation au retour de nos stagiaires. Car nous avons décidé qu'au retour de nos stagiaires, en discutant avec eux, qu'on faisait de la formation. Et il nous est arrivé d'avoir au retour 35 stagiaires qui profitaient du travail que, par exemple, au Togo, qui profitaient de ce travail. Voilà pourquoi je voulais ajouter ça tout simplement. Et notre ami est formidable. Merci et bonjour. Merci et bonjour. Merci et bonjour à toutes et à tous. Je me présente, c'est Madame Gangue, présidente d'une ONG qui s'appelle Mafoubo Mauritanie. Et c'est une ONG qui œuvre dans le domaine de l'autonomisation des femmes, de l'environnement, de l'éducation et de la santé et de la mère et de l'enfant. Donc, avec l'Alliance internationale des femmes, nous avons bénéficié de cette formation qui nous a été très utile sur l'eau et l'assainissement en Afrique. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur l'eau, sur le traitement des eaux, sur sa gestion, sur l'assainissement. On a appris beaucoup de choses. On a appris la gérance des périmètres maraîchers, puisqu'on travaille avec les coopératives des femmes, la gérance des pompes, la gérance des puits, des forages. Tout ça, on ne savait pas, puisqu'on était là avec les femmes dans les périmètres, on travaille comme ça. On ne savait pas beaucoup de choses, mais on a appris beaucoup de choses avec cette formation. Donc, à notre retour en Mauritanie, avec la municipalité, avec les présidentes des associations et les présidentes des coopératives, avec des groupements de femmes, on s'est réunis, on est allé dans les quartiers périurbains de Nouakchott, parce que c'est là-bas où il n'y a pas d'assainissement. Et il n'y a rien, c'est dans les quartiers précaires où on est allé pour sensibiliser les femmes sur l'importance de l'eau, sur la santé des populations. Puisque quand on n'a pas d'eau, on ne peut même pas se laver, ni laver son enfant pour l'amener à l'école. Déjà, on cherche à boire de l'eau et pour se laver, c'est un problème. Et dans ces quartiers aussi, il n'y a pas beaucoup de canaux d'irrigation, il n'y a pas les fosses septiques, c'est à voir. Donc, il y a tout ça. Et on est allé sensibiliser toutes ces femmes sur ces problèmes de l'eau, surtout l'importance de l'eau sur la santé de nos populations. Donc, c'était beaucoup de groupements de femmes, plus de 100 femmes qu'on a formées en une semaine. Et donc, ces femmes vont aller aussi dans les milieux ruraux pour parler de l'eau, de ce que nous avons appris et ce qu'on leur a appris. Elles vont apprendre ça aux autres femmes dans les milieux ruraux, en dehors de Nouakchott, dans les villages, dans les villes. Donc, cette formation, elle nous a vraiment été utile. Mais je tiens aussi à formuler une demande, puisque le projet qu'on a présenté, c'est pour travailler avec les femmes dans les périmètres maraîchers, dans les villes et villages, mais ces projets, à la suite, ils ne sont pas financés. Comme ils ne sont pas financés, ce qu'on a appris aussi, on aurait bien voulu qu'ils soient financés pour le mettre en œuvre et l'appliquer
avec les femmes. Donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame Gangué pour votre témoignage. Donc, ce qui est important aussi dans ce qu'a dit Madame Gangué, c'est que nos stagiaires, quand ils rentrent, ils ne travaillent pas forcément sur un puits ou une irrigation. Et comme elle l'a dit, ils font aussi de la formation. Et donc, c'est un phénomène en cascade. Et donc, ils sortent de 2 IE avec plusieurs classeurs, des documents, etc., de leurs cours. Et justement, c'est fait pour qu'ils fassent de la formation. Donc, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs avec je ne sais pas s'il y a des représentants ici, la Côte d'Ivoire, l'ONG Renouchi, qui a fait à la suite de sa formation, de la formation dans les villages, pour justement travailler sur l'assainissement, etc., etc. Donc, merci beaucoup, Madame Gangué, pour votre témoignage. Et je sais que vous allez encore continuer à travailler avec nous. Malheureusement, nous, on n'a pas les moyens de financer les investissements. Ce n'est pas notre objectif, ni celui de l'UNESCO. Nous, on est là, au contraire, pour que les investissements qui soient faits soient bien utilisés et pérennes. Donc maintenant, on va passer la parole à Pax Christi et Omeg, donc à Bérangère Savleviev, ici présente, et aussi Alberto Cabuget, pour faire leur témoignage sur ce qu'eux, ils nous ont rejoints récemment, dans notre groupe d'ONG. Et ils préparent la promotion donc 2023-2024. Pax Christi a pris un pays qui est souvent oublié, qui est la République de Centrafrique, qui est laissé un peu pour compte. Et donc là, on a décidé de l'inclure, malgré les difficultés que ça peut poser sur le plan sécuritaire et politique. Donc on va essayer de les inclure pour la promotion 2024. Et puis, on a repris avec Albert Cabuget la RDC, la République démocratique du Congo. Donc, je passe la parole à Bérangère. Merci Marc. Merci pour le témoignage à la présidente de l'association. Donc, Pax Christi a intégré le groupe de l'accès à l'eau pour tous en Afrique début 2023. Cette thématique de l'eau, c'était une thématique importante pour Pax Christi déjà en Amérique latine, puisque nous étions, dans le cadre de la campagne de l'eau pour la vie, investis sur ce sujet. Et donc, le groupe nous a confié la mission d'ouvrir des pistes de collaboration avec des ONG situées donc en République centrafricaine, un pays qui n'avait pas encore bénéficié du programme de formation des techniciens hydrologues et qui continue à faire face donc à de nombreux défis humanitaires et sécuritaires, comme l'a souligné Marc. Donc, nous avons accepté cette mission avec joie et avons mis donc à disposition du groupe le réseau des organisations membres de Pax Christi qui agit notamment à travers le Centre national de non-violence active de Bangui pour le maintien de la paix et le développement dans le pays. Et ce Centre national de non-violence active nous a aidés dans un premier temps à identifier les territoires les plus nécessiteux et à entrer en contact avec des ONG locales ayant un mandat spécialisé dans l'accès à l'eau et l'assainissement des eaux. Donc en quelques semaines, nous avons réussi à réunir 5-6 candidatures répondant aux critères de l'UNESCO pour participer au programme donc, 2023-2024. Et nous en sommes très contents. Donc cette première phase du projet a été fructueuse et prometteuse au regard aussi de la qualité des échanges qui ont eu lieu avec les organisations locales qui se sont beaucoup impliquées et qui se sont montrées proactives dans le montage des dossiers de candidature. Alors, on aurait voulu former davantage de techniciens, mais les fonds alloués ne nous permettaient pas d'inclure plus de 5 ou 6 organisations, alors que les besoins sont encore importants. Donc, nous espérons poursuivre nos efforts pour faire advenir plus de justice sociale à travers ce projet qui a pour but de renforcer les compétences et d'autonomiser les professionnels sur place, comme l'a aussi souligné Marc, et c'est important. Donc, pour vous donner un exemple du type d'ONG sélectionné pour participer au projet, est-ce que tu peux montrer la photo peut-être ? C'est pas grave. On va vous montrer une belle photo d'un village de Centrafrique. Voilà. Donc, vous découvrez ici une photo d'un des projets menés par l'organisation ARAN, qui est basée à Bangui, mais qui agit dans plusieurs villes de l'extrême ouest de Centrafrique, comme par exemple Bouar, Baoro, Aba, Baboua et Beloko, pour faciliter l'accès à l'eau potable des populations les plus démunies. Donc, rappelons que la Centrafrique était en 2022 classée 188e au rang du classement mondial sur l'indice de développement humain sur 191 pays. Donc, il est urgent de contribuer à la formation de ces techniciens pour assurer des conditions de vie meilleures aux populations des villes et villages reculés
notre groupe est engagé dans ce processus de solidarité avec le soutien de l'UNESCO et des ONG locales qui ont accueilli avec sérieux et enthousiasme les perspectives de formation. Je vous remercie. Bravo. Alors, il faut dire que Bérengère et Pax Christi ont un challenge parce qu'ils ont plus d'ONG et de participants qu'on peut en accepter. Donc ils vont se trouver, donc ils ont plus de 7 projets, et je crois au total 10 participants, donc malheureusement on pourra en financer que 5 ou 6. Donc il faudra donc faire des choix et éventuellement avoir des budgets plus importants de la part du programme de participation. C'est aussi le message que l'on souhaite passer. Les budgets sont assez limités, et compte tenu, comme tout à l'heure il faisait allusion, Monique Boisise, de l'augmentation des billets d'avion, des frais de séjour, avec 13 ou 15 000 $, on ne peut pas forcément former beaucoup de monde. Hein. C'est à peu près les enveloppes dont nous bénéficions par pays. On aimerait bien que les budgets passent à 18 000 $, voire plus, pour former plus de monde et faire face aux frais que nous avons d'hébergement et de billets d'avion aller-retour. Bon, je ferme la parenthèse matérielle. Donc voilà pour la République centrafrique, donc un succès. Hein. Donc il va falloir sélectionner les projets à retenir, et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines avec Bérengère et Pax Christi. Donc je vais passer la parole maintenant à Albert, donc le père Albert qui travaille avec nous aussi depuis récemment, donc de l'OMEC, qui a pris en charge la RDC. Moi, c'est Albert Kabougué. Je suis de la République démocratique du Congo et je suis religieux, salésien de Don Bosco. Nous sommes dans le domaine de l'éducation des jeunes. Et ici, je suis dans l'Union mondiale des enseignants catholiques, donc l'UMEC. Et c'est là que j'œuvre. Et alors, j'ai rencontré cette coalition des techniciens hydrologues ici à Paris. Et j'ai rencontré cette coalition dans les groupes, là où nous sommes, des ONG catholiques, au CCIC. Et merci aussi à la présidente qui est parmi nous, Madame Isabelle, qui nous accompagne et qui nous encourage. Avant de venir ici en France, j'ai travaillé un peu dans le domaine de l'eau. J'ai travaillé dans le domaine de l'eau, des forages. Nous avons mis des forages, je peux dire même très équipés, avec des panneaux solaires, et qui alimentaient, qui donnaient de l'énergie, de la lumière dans les parages, dans les villages. Et quand je suis arrivé ici, en rencontrant Marc au CCIC, quand il expliquait, je me suis dit, mais tiens, j'étais dans ce domaine, mais sans formation. Je ne savais rien dans le domaine de forage, des hydrologues. Et j'ai constaté, là où nous avons mis des forages, ça n'a pas beaucoup duré dans un certain milieu, et tout est tombé en panne. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas été formés, il n'y avait pas de gens qui pouvaient accompagner. Puisque moi, j'étais touché quand je travaillais là-bas comme missionnaire dans mon propre pays. Je voyais comment les femmes, les enfants font des distances et des distances pour trouver de l'eau. Ce sont des longues distances. Parce que vous avez parlé aussi du Burkina Faso. J'ai travaillé au Burkina Faso, si j'ai vu la même chose, c'était difficile. Mais ce qui est la chose curieuse, on peut me dire, en République démocratique du Congo, vous avez de l'eau. Vous êtes un pays de grands lacs. Mais comment est-ce que vous manquez de l'eau? Vous voyez qu'il n'y a pas de personnes qui sont préparées pour l'assainissement, pour le suivi et pour suivre ces installations. Alors, en étant avec cette coalition des hydrologues, avec la compagnie de Marc, j'ai accepté, j'ai répondu à cet appel pour que nous puissions donner de l'eau dans notre pays avec 3 ONG. Ainsi, je me suis dit, nous devons dire, il faut qu'on arrive à l'eau sans frontières. À l'eau sans frontières pour aider les périphéries, surtout les périphéries, les gens souffrent. Les gens souffrent. Alors nous avons 3 ONG. Quand on a commencé ces démarches, cet itinéraire, j'ai fait appel dans notre pays, à Kinshasa, à l'Équateur, dans les centres au Kasaï, à l'est du Congo, à Bukavu, et à Goma, et dans le sud, à Lubumbashi. J'ai eu des réponses
satisfaisante à Bukavu et dans le sud du Congo. Les autres, Kinshasa, Kasai, ils n'ont pas pu répondre. Il y a une ONG qui répondait, mais qui ne continuait plus. J'ai dit à Marc, c'est mieux qu'on continue avec ceux-là qui répondent. Malheureusement, une présidente de l'ONG arrive la semaine prochaine. Elle va arriver le lundi, elle est avec nous. Peut-être elle aura le temps de causer avec Marc et Madame Isabelle. Voilà un peu, on a rencontré un peu certaines difficultés dans ce travail d'enregistrement, dans ce travail d'élaborer les projets et de récolter les documents, même les CV, tout ça, ça n'a pas été facile. Donc il faut que je réponde, il faut que tu appelles, il faut que tu expliques. Donc un peu dans ce sens, je suis très content pour cette organisation qui nous rassemble aujourd'hui tous ici. Et ça montre l'importance de l'eau. Chez nous, nous disons, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la santé. L'eau, c'est tout. Sans eau, nous ne pouvons pas vivre. Merci beaucoup, Marc. Merci à l'Assemblée qui est parmi nous. Merci à vous tous ceux qui nous accompagnez. Nous pensons que nous allons collaborer ensemble avec l'appui de l'UNESCO. Merci. Merci Albert pour ce témoignage concret. Et donc nous avons maintenant 3 projets pour le Congo que nous allons essayer de mener à bien. Alors donc pour terminer notre entretien ce matin ensemble, on voudrait vous faire part d'un nouveau projet qui est... Oui. 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 Oui, excusez-moi. Il y a un aspect extrêmement important dans le travail que nous faisons depuis plus de 10 ans. Ça concerne les petites filles. Beaucoup de femmes que nous avons contactées, qui nous ont présenté des projets, sont sur l'installation dans des écoles ou dans des villages de sanitaires. Pourquoi ? Parce que les petites filles, n'ayant pas de sanitaires à leur disposition, sont obligées d'aller dans la forêt, dans les bois, où elles sont souvent victimes de viols. Donc, nous avons eu plusieurs projets qui ont permis d'éviter cela. L'autre chose que je voulais dire, mais notre ami Théo va vous en parler, c'est que nous avons pour l'instant pas tenu la promesse première qui a été faite à Yamoussoukro. Nous avions répondu à un appel du PHI, du Programme hydrologique international, qui, en étudiant le problème de l'eau en Afrique, l'Afrique est le continent le plus riche en eau du monde, avait signalé que le problème de ce manque d'eau était lié au manque d'au moins 200 hydrologues, ingénieurs, pour traiter le problème. Donc on s'était engagé là-dessus. Malheureusement, ça coûte très cher de former un hydrologue. Nous n'avons pas eu les financements, mais maintenant, il y a une petite lumière qui s'ouvre. Mais je tenais à le dire parce que, oui, on tiendra notre promesse. Et pour les femmes, je suis très heureuse parce que nos amis africains disent les femmes africaines, ce sont nos fontaines. Voilà. Donc, je crois qu'il faudra corriger les présentations, excuse-moi Marc, donc il faudra dire, nous avons proposé 30 techniciennes, dont 12 hommes, et non pas l'inverse. Merci Josette. Merci. Attends, on passera la parole après, on termine. Je viens vers toi Martine après. Merci Josette. Donc Josette est un pilier de notre groupe de travail. Donc elle a effectivement la parole, et puisqu'elle nous a fortement stimulés à préparer des ingénieurs. C'est parce que c'est le sujet. Donc on avait choisi les techniciens parce qu'on n'avait pas les budgets pour mettre des ingénieurs. Donc tout arrive, Josette. Donc maintenant on travaille, vous le savez, depuis 2 ans. Donc depuis 2 ans, on travaille sur un autre projet qui est la formation d'ingénieurs cette fois. Alors bon. Le mot d'ingénieur n'est pas tout à fait adapté, on va dire plutôt de technicien supérieur, hydrologue. Et donc, nous avons aujourd'hui bien avancé. Nous avons donc, peut-être que je vais le dire maintenant, et puis je passerai la parole à Théo qui m'assiste sur ce projet. Donc, nous avons créé une association.
Donc les 6 ONG historiques, on va dire, de notre projet, nous avons créé une association pour réunir des fonds. Parce que nous ne pouvons pas, au sein de nos ONG, collecter des fonds pour un tel projet. Donc nous avons créé une association spécialisée qui s'appelle ASIFO, Association de coopération internationale pour la formation à l'hydrologie, qui est une association de loi 1901 qui a pour objectif de rassembler ces fonds. Et donc, deuxième particularité, et je laisse la parole à Théo, c'est que nous travaillons maintenant avec 4 nouveaux partenaires. Donc nous travaillons avec toujours le centre de IE de Ouagadougou. Nous travaillons maintenant avec l'ENGES, qui est l'École nationale supérieure de génie de l'eau et d'environnement de Strasbourg, qui est le numéro 1 en France dans le secteur. Et puis, nous travaillons aussi, important pour ceux qui connaissent ce sujet, avec la Fondation UNIT. La Fondation UNIT est une fondation qui est création récente, donc dira aussi quelques mots plus précisément Théo dans un instant. C'est une fondation qui a pour objectif de réunir 30 universités françaises pour préparer l'enseignement supérieur au numérique, les nouvelles technologies. Donc c'est un projet ambitieux et ils se sont associés à nous pour nous aider à monter notre programme. Donc je vais laisser Théo parler du programme et des enjeux financiers sur lesquels on travaille, mais tenez-vous bien, on n'est pas loin d'aboutir. Donc je laisse la parole à Théo. Merci Marc. Oui, je vais reprendre peut-être un tout petit peu en arrière donc dans l'historique de notre collaboration pour rappeler d'abord ce qu'a expliqué Marc au tout début, c'est-à-dire que à partir de l'appel de Yamoussoukro, comme ça a été rappelé par Josette, on a dû se fixer comme objectif de contribuer à former des hydrologues pour l'Afrique. Et c'est effectivement pas ce qu'on a fait immédiatement, c'est-à-dire qu'on a commencé par essayer en quelque sorte de parer au plus pressé, c'est-à-dire de contribuer à former des acteurs de terrain à partir des ONG locales pour entretenir les installations existantes, les infrastructures existantes ou éventuellement créer de nouveaux puits dans certains villages. Donc de former des techniciens de premier niveau, pour le dire vite, dans les conditions qu'on pouvait créer assez modestement, c'est-à-dire des stages courts de 3 semaines permettant de donner les bases techniques du métier de technicien hydrologue à des gens qui étaient plombiers ou simplement acteurs associatifs, etc. Et on a toujours gardé à l'esprit qu'il fallait qu'on soit capable de passer au niveau supérieur, c'est-à-dire de former des hydrologues, alors des hydrologues au sens large, parce que bon, on peut discuter du terme d'ingénieur hydrologue. Il y a en fait une chose qui a retenu notre attention, c'est le besoin toujours de former des gens opérationnels sur le terrain, en prise avec les enjeux locaux et qui restent sur le terrain. Donc pas nécessairement des ingénieurs, parce qu'on sait que quand on forme des ingénieurs, des cadres supérieurs, très souvent ils s'en vont. Ils vont se former, accéder à des diplômes supérieurs en France ou ailleurs en Europe. Ils ne restent pas sur le terrain. Donc on a considéré qu'il était pertinent de mettre le curseur au niveau de technicien hydrologue supérieur, de technicien supérieur hydrologue, comme vous voulez, et de former des gens qui, grosso modo, correspondent à un niveau licence, bachelor, bac plus 2 à 3, dans le cadre d'un diplôme d'établissement. Et pour ça, il fallait créer ce diplôme d'établissement, avec évidemment un besoin de coût d'investissement important, supérieur au simple, en ordre de grandeur quasiment de 10 fois supérieur au financement d'un stage pour une promotion de 30 ou 40 étudiants comme on faisait jusque-là. Et donc pour ce faire, sur le plan institutionnel, d'abord on a décidé de se mettre ensemble, comme le disait Marc, de créer une nouvelle association en regroupant, alors 6 aujourd'hui des 8 ONG parties prenantes à notre projet. On espère bientôt davantage, bientôt Pax Christi. Et on a donc créé l'association ASIFO en 2021, au printemps 2021, dans le but de pouvoir accéder à des sources de financement, et en particulier celles qui sont permises par le cadre légal qui est celui de l'obligation de participer à l'aide au développement des agences de l'eau en France. Donc on a créé cette association pour pouvoir les démarcher, d'une part. Et puis d'autre part, on a, en plus de notre collaborateur habituel, l'école 2IE à Ouagadougou, on a pris langue avec la Fondation UNIT, donc une des 6 fondations créées par le gouvernement français d'université numérique. Il y en a une par grand domaine d'études, donc il y en a une pour l'ingénierie, les sciences et la technologie qui est la Fondation UNIT. Le métier de la Fondation UNIT, c'est de créer des formations en ligne, de transformer des formations existantes pour qu'elles puissent être dispensées en ligne.
Et puis, on s'est allié avec l'école du génie de l'eau, l'école supérieure du génie de l'eau de Strasbourg, qui est l'école d'ingénieur hydrologue de référence en France, pour qu'elle apporte également sa pierre à la création d'une formation dédiée aux besoins de terrain de l'Afrique subsaharienne principalement en hydrologie. Donc pendant 2 ans, on a eu à rythme quasi mensuel des réunions avec tous ces acteurs, UNIT, l'ENGES et 2IE, et les représentants d'ACIFO, pour mettre au point un programme de formation intégré, très original, sur 9 mois, délivrant un diplôme de niveau Bac+2 bachelor, et qui serait structuré avec 3 mois de formation en ligne, grâce à la collaboration de 2IE et de l'UNIT, à 3 mois de formation en présentiel sur le site de 2IE à Ouagadougou, et 3 mois de stage en entreprise. On s'est mis d'accord sur l'ensemble de ce contenu, on a mis au point une maquette de formation, on a soumis le projet aux financeurs potentiels, c'est-à-dire au premier chef, au premier objectif, les agences de l'eau françaises, qui ont accueilli notre projet avec enthousiasme, et on a obtenu un accord de principe pour financer le coût d'investissement très important de ce projet, qui est de l'ordre d'un demi-million d'euros, à partir de 2024. On aurait aimé pouvoir, au printemps 2023, à l'automne 2023, pouvoir vous annoncer que ça démarrait effectivement en 2024. Malheureusement, on ne le peut pas encore. On ne le peut pas encore parce que, compte tenu de la situation politique au Mali, au Niger et au Burkina Faso, actuellement, les aides au développement sur fonds publics français sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Évidemment, on espère que cette situation va se dénouer un jour. Mais d'ici là, on ne veut pas rester les bras croisés. C'est pour ça qu'on voulait quand même vous présenter ce projet, pour attirer à la fois l'attention des ONG qui peuvent être intéressées par leurs contacts en Afrique pour se joindre à nous, pour nous aider à recruter les futurs stagiaires notamment, pour nous aider également à accéder à des sources de financement alternatives, notamment au niveau des banques de développement, au niveau d'autres structures d'aide au développement en Afrique et ailleurs, et puis pour également enfin attirer l'attention des représentants des délégations, des commissions nationales sur ce projet qui est, je crois, un beau projet qui prolonge de façon très cohérente celui qu'on porte avec nos stages à Ouagadougou depuis 2016. Voilà, merci beaucoup. Merci Théo. Donc, on en fait un appel. Donc si vous avez des idées pour trouver des sources de financement, on cherche 500 000 euros pour lancer notre programme de formation d'ingénieurs, techniciens supérieurs. On espère que la situation va s'améliorer et que la France va revenir sur sa décision d'arrêter l'aide au développement pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ce qui est quand même un peu dommage compte tenu des enjeux, on dira, géographiques. En tout cas, on s'y plie pour l'instant, on est en position d'attente, mais on continue à travailler sur nos projets. Merci à tous donc, de votre participation, attention. Malheureusement, le temps est arrivé à la fin. Je ne sais pas, Nick, si on a droit à avoir une question ou pas. Do we have a time for one question or two questions? Not really, ok, bon. Désolé. Bon, écoutez, donc j'espère qu'on se reverra. On reprendra rendez-vous avec vous pour nous présenter l'avancement de notre projet. Et merci à votre attention. Bonne journée à vous. Merci.